Bonjour à tous, alors cette semaine on est chez MG Motor Auto Bernard, la concession MG de la ville de Charleville-Mézières dans les Ardennes. Alors aujourd'hui on est ici pour voir la MG3. MG3, vous allez me dire, c'est pas une électrique, je fais normalement que des électriques. Ouais, mais là ça me semblait intéressant de vous la présenter. D'une part parce que j'ai une affection avec MG, hein. Ici il y a ma petite MG4 à moi perso qui est juste ici. D'une part mon affinité avec MG, d'autre part on est quand même sur une partie électrique puisqu'on est sur une hybride et une hybride plus. Et là ça va être intéressant parce qu'on va voir un petit peu ce que ça donne et pourquoi il y a hybride plus et que ce n'est pas MG3 mais MG3 hybride plus. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Voilà, on a fait un petit tour, on s'est arrêté à un endroit pour pouvoir faire le tour de la MG3. Alors ici on a la version Luxury, à savoir qu'elle existe, maintenant c'est habituel chez MG, en version standard, confort et Luxury, avec pour ici sur cette MG3 le même moteur, la même puissance sur toutes les versions. Finalement ce sont que les options qui vont changer entre les versions, on aura l'occasion d'en parler un petit peu par après. Toujours est-il qu'ici on va faire le tour de cette MG3 Hybride Plus version Luxury. On va commencer par faire un petit tour de l'extérieur. Je vous parlerai un petit peu du moteur plus précisément, puisqu'ici on a un moteur thermique en plus du moteur électrique. Et puis ensuite on ira voir un petit peu l'intérieur et l'espace à bord. Alors concernant l'extérieur, l'extérieur on est sur une citadine, hein. De toute façon on est en concurrence directe avec tout ce qui est Renault Clio hybride, Toyota Yaris hybride, Peugeot 208, etc. Donc on est sur la même catégorie, c'est-à-dire on est sur une citadine un peu plus, hein, parce que on va voir la taille elle est quand même assez grande et on n'est plus dans les standards d'il y a quelques années sur le terme citadine compacte, ça se mélange un petit peu. Donc cette voiture par ses dimensions, on va le voir en allant sur le côté, elle est quand même assez spacieuse. Ici par exemple sur le côté avant, on a déjà une largeur qui approche les 1,80 m, ce qui offrira beaucoup de place à l'intérieur, on va le voir. Toujours est-il, du coup, si on se concentre sur le design, hein, de la face avant, ma foi, moi je le trouve assez classique, hein, avec ces phares qui ne sont pas tout à fait les mêmes que sur la MG4, même si on en retrouve une petite idée avec la pointe ici. C'est comme si en fait on avait une MG4 un peu moins agressive en fait, hein. Le but d'MG est sûrement de pouvoir viser une gamme beaucoup plus large de clients, et donc du coup on se retrouve avec une voiture, je trouve, qui est un petit peu plus consensuelle dans le design. J'aurais aimé avoir quelque chose d'un peu plus radical personnellement. Toujours est-il qu'elle a quand même des petits atouts. Cette grande calandre ici qui lui confère, d'ailleurs elle me fait penser un peu à Hyundai dans ses formes. On dirait un petit peu la calandre un peu de Tucson d'un certain côté. Sinon, on a le museau ici, un peu quand même, mais toujours en version plus sage, une petite version requin, mais plus sage de la MG4. On retrouve le logo classique. On a la petite caméra ici, on va le voir. Cette version en plus est équipée de la caméra 360, donc on va voir qu'on en a de chaque côté de la voiture. Et d'ailleurs, c'est plutôt efficace. Je vous montrerai ça un petit peu après. Autrement, on n'a pas grand-chose d'autre à dire sur l'avant. Pour moi, c'est une MG4 un peu adoucie, un peu plus petite forcément, et un peu adoucie. Alors, si on passe sur le côté, déjà je vais parler un tout petit peu des jantes. Alors ici, sur la version Luxury, on a des 16 pouces, sur la Confort aussi, avec des jantes qui sont assez jolies en biton. Sur la version standard de base, par exemple, les jantes elles sont en 15 pouces avec juste simplement des enjoliveurs. Alors, je vous invite, on le verra peut-être tout à l'heure, mais je vous invite à regarder en vrai, parce que sur le papier, sur les photos, moi je trouvais que les enjoliveurs avaient une petite gueule, que c'était un peu sympa, et en fait en vrai ils sont pas très beaux. Bref, on continue sur le côté, et là c'est intéressant, c'est qu'on a quand même une voiture de 4,11 m. Donc on est sur, pour vous donner une idée, hein, la Golf 3 je crois avait cette dimension là, pour vous donner l'idée. Bref, on a quand même une voiture assez grande, en sachant qu'en plus, en empattement, vous voyez que les roues sont quand même très au bord de chaque côté. On a un empattement de plus de 2,50 m qui va offrir une habitabilité qui va être plutôt intéressante pour le véhicule. Rappelez-vous, c'est une thermique, hein, enfin une hybride plus, mais on a deux motorisations à l'intérieur.
Donc avoir une bonne gestion de l'espace intérieur comme ça, alors qu'on est sur une thermique, c'est plutôt intéressant et peut-être bien un pari assez réussi de la part de MG. Si on continue sur l'arrière, là par contre on a un petit galbe. Et d'ailleurs ce petit galbe il est assez intéressant parce qu'on peut le voir à l'intérieur des rétroviseurs quand on est en conduite. Et je trouve ça intéressant parce qu'on a cette ligne qui se profile et on a le phare qui ressort un petit peu ici. Et ça donne un petit effet intéressant quand on regarde dans le rétroviseur. Ça, c'est un petit côté qui est agréable et qui lui donne une certaine sportivité. Hein, parce qu'il faut le dire, hein, on aura l'occasion d'en reparler, mais en puissance cumulée thermique et électrique, on a quand même 195 chevaux. Pour un petit véhicule comme ça, c'est plutôt très intéressant et on le verra quand on conduira un petit peu. Et là, on peut le dire, la patate. Alors l'arrière, je suis un petit peu... là pour le coup, on est vraiment dans le consensuel. Je suis moins fan de cet arrière qui au final n'a pas grand chose. On dirait, on a un petit effet, j'ai l'impression, d'Opel Corsa. En même temps, avec cette ligne un peu tranchée ici, on recule par rapport à l'arrière et puis même la forme un petit peu ici du phare, on pourrait prendre une petite partie puis se dire qu'on est sur une Audi A1 par exemple. Donc encore une fois, je pense que la volonté d'MG a été de faire une voiture qui soit le plus consensuelle possible en matière de design, en tout cas extérieur, pour qu'elle puisse plaire au maximum de personnes. Et honnêtement, je pense que le pari a des chances d'être réussi. Alors la voiture, bien sûr, c'est une MG3. Alors, ils insistent beaucoup sur le hybride plus, ce qui est marrant puisque, encore une fois, on n'a qu'une seule version de MG3, donc elle est forcément hybride plus. Donc s'ils insistent là-dessus, c'est sûrement que c'est l'attrait principal de cette voiture. Donc je vous propose qu'on aille directement voir le moteur avant qu'on rentre sur l'espace aussi bien coffre que arrière et avant. On va directement aller voir ce moteur. Donc j'ouvre le capot, on va aller voir un peu ce qui se passe du côté du moteur, ou plutôt des moteurs. On rappelle, cette voiture, c'est pas une plug-in, donc elle n'a qu'une trappe à essence. Et par contre, sous le capot, hop, on dispose de deux blocs moteurs. Donc ici, on a le moteur thermique et ici, on a le moteur électrique. À savoir que sur le moteur thermique, on sera sur un 1,5 litre de cylindrée avec 102 chevaux disponibles. Quant au moteur thermique à côté, on a une puissance de 136 chevaux. Si on fait le cumul des deux, c'est à ce moment-là qu'on arrive à 195 chevaux sur le véhicule et c'est là que ça devient intéressant. Maintenant, on va aller un petit peu plus dans le détail. Si on regarde bien ces deux blocs moteurs, on va regarder un peu comment les deux fonctionnent ensemble. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'en fait, le but, c'est que de 0 à 60 km/h, on est en 100% électrique. Donc on n'aura que le moteur électrique qui fonctionnera. Ensuite, si on passe de 60 à 80 km/h, ou alors si on a une forte sollicitation, on sera en hybride série. Alors qu'est-ce que c'est que l'hybride série? C'est tout simplement le moteur électrique qui propulse les roues, mais le moteur thermique se met en fonctionnement simplement pour recharger la batterie, pour continuer de permettre au moteur électrique de fournir l'énergie aux roues avant. Et puis, si on passe entre 80 et 120 km/h, cette fois, la voiture, elle va passer en hybride parallèle. Alors, l'hybride parallèle, qu'est-ce que c'est? Là, pour le coup, ça va être un entraînement des roues qui va se faire aussi bien par le moteur thermique que par le moteur électrique. Et c'est dans cette configuration-là qu'on va pouvoir obtenir les 195 chevaux de la voiture. Et au-delà de 120 km/h, là on sera en propulsion directe, ça sera le moteur thermique qui alimentera les roues et qui pourra, selon les configurations, alimenter le moteur électrique. Donc si vous avez bien suivi, on a 4 modes dans la voiture. Bon, on va le voir un peu plus tard au volant, mais je l'ai déjà vu là en conduisant un peu. Bon, c'est pas stricto sensu les choses, c'est pas de 0 à 60 CQ électrique, de 60 à 80 hybride série, etc. Non, elle s'adapte, elle arrive à gérer selon si elle est en montée, etc. Elle va trouver le meilleur parti et vous allez voir, c'est plutôt fluide et c'est plutôt intéressant parce que c'est complètement transparent. Alors bien sûr, quand le moteur thermique va se mettre en fonctionnement, on va l'entendre un petit peu.
Mais honnêtement, c'est plutôt agréable dans l'utilisation et dans le fonctionnement. Si je compare par exemple, bon c'est pas du tout la même voiture, hein, mais à la MX-30 REV, où là, honnêtement, on sentait quand même vraiment beaucoup plus le moteur s'actionner. Ici, c'est quand même beaucoup plus discret, donc on a une fluidité qui est assez intéressante. Si en plus on part sur cette puissance cumulée de 195 chevaux qui arrive principalement dans la fourchette 80 km/h à 120, honnêtement c'est vraiment à ce moment-là qu'on a besoin de la puissance de la voiture, en sachant que, on le fera peut-être, mais si on passe de 0 au 100, je ne sais pas si on le fera parce que j'aime pas trop ce genre de choses, mais bon, si on fait une grosse accélération, on va voir qu'il va très vite passer tous ces modes d'un seul trait, et on va rapidement au final avoir ces 195 chevaux de puissance, ce qui fait que tout dépassement sera vraiment très agréable. Je n'ai pas parlé de la batterie, on va en parler maintenant aussi, puisque au final on n'est pas en plug-in, donc on n'a pas de trappe de recharge pour la batterie. Le côté électrique a une batterie de 1,3 kWh. Au final, ça peut paraître peu, mais encore une fois, ce n'est qu'une hybride. Si on compare avec une Yaris hybride par exemple, elle a quand même 2 fois plus d'autonomie. La chose, moi perso, qui m'inquiétait un peu et où je me posais des questions, c'est que je me dis, parce qu'il faut savoir aussi que quand on n'a plus de batterie disponible sur la voiture, alors c'est le moteur thermique qui prend le relais, mais on a une limitation à 60 chevaux, une bride, et en fait le moteur se bride à 60 chevaux pour le thermique, le temps que la batterie se recharge. J'avais une petite crainte parce que je me dis, une fois qu'on n'a plus de batterie, ça ne fonctionne plus correctement. Et on a une voiture quand même qui va être fortement bridée. Mais dans les faits, en fait, non, ça ne se produit pas parce que, encore une fois, tout est transparent. Si la batterie arrive vraiment à zéro, le moteur, en quelques minutes, va vite donner de la régénération à la voiture. Donc finalement, même si on arrive à ce mode bridé, il sera là que pour un très court temps. Donc c'est vraiment pas un souci. Et en plus, on ne le rencontrera absolument pas à grande vitesse, puisque de toute façon, à partir de 80 km/h, c'est de toute façon le moteur thermique qui prend le relais, ou en tout cas qui se met en parallèle avec le moteur électrique. Donc finalement, ces 1,83 kWh sont totalement suffisants et sont même une bonne alternative parce que ça permet de contenir le poids de la voiture tout en lui offrant toute l'ergonomie et toute l'attractivité d'une électrique au final, puisque on est sur une voiture qui est très basse consommation, qui est insonorisée. Vous allez le voir, on n'entend pas beaucoup de bruit à l'intérieur, et puis on a tout le confort d'une conduite électrique dans la fluidité. Bon, alors maintenant qu'on s'est un petit peu intéressé à la partie mécanique, qui est au final une partie importante du véhicule, on va aller voir un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. L'espace du coffre comme d'habitude, l'espace arrière et puis l'espace avant et l'infodivertissement. Alors concernant le coffre du véhicule, si on regarde l'intérieur, on est à 293 litres de capacité de cette manière-là. Siège rabattu, on va approcher les 983 litres. Ce coffre, finalement, il est quand même assez spacieux pour la catégorie. Et si on regarde, on a un double fond. Hop, et sous ce double fond, alors on aurait pu se retrouver avec un espace pour une roue de secours. D'ailleurs, il est un petit peu arrondi, mais en fait, on a la batterie qui se trouve ici. Et puis du coup ça nous laisse un espace de stockage ici. Pour le coup, de toute façon, on n'a pas de câble de recharge à cacher de la voiture puisque elle n'est pas plug-in. Donc au final, ça fait un espace supplémentaire où on peut mettre 2-3 choses qui seront cachées. Le fait que la batterie se trouve à l'arrière, ça me fait penser un peu aux BMW série 1 qui ont une répartition de poids 50-50 qui leur donne un grand confort de conduite. Là, au final, je ne sais pas si le ratio est 50-50 pour l'avant et l'arrière. Je ne pense pas parce qu'à l'avant, on a quand même 2 moteurs. Mais dans tous les cas, vous allez le voir, la voiture, elle a, on verra un peu plus tard, un très bon comportement routier. Et ça j'aime beaucoup. Bref, si on en revient à cet espace de coffre, autrement, on n'a pas grand-chose d'autre. Allez, on a 2 petits crochets ici, si on va accrocher un filet ou quelque chose. Mais sinon, on n'a rien de plus. Mais après, c'est tout à fait normal. Je vais baisser les sièges pour qu'on voit un petit peu ces 980 litres disponibles. Donc, si j'ouvre et que je balance, hop,
la banquette arrière, hop. Alors très simplement, la banquette, comme vous le voyez, elle est d'un seul tenant sur la voiture. Donc on n'aura pas de 2 tiers, 1 tiers. Et puis ici, on a donc une grande capacité. Je n'ai pas enlevé la plage arrière, mais au final, on peut voir qu'on a un bel espace de chargement. Donc après avoir vu le coffre, on va passer à l'espace arrière pour voir un petit peu la place qu'on a et les équipements qui sont disponibles pour les passagers arrière. Donc déjà, si je rentre dans le véhicule, hop là, et ben au final, l'accessibilité est plutôt intéressante. On est assez bien installé. Encore une fois, si je me réfère à la catégorie, vous voyez, le siège avant, il est réglé pour moi à 1,80 m et même assis ici à l'arrière, mes genoux touchent à peine le siège avant. Donc ça, c'est plutôt agréable. Sinon, eh ben, je remarque que ma tête pourrait toucher le haut ici. Alors, c'est à voir. Soit on trouve ça un inconvénient, mais en tout cas, ma tête ne touche pas le plafond. Ça, c'est une certitude. Quant à ce montant sur le côté, alors certains vont le voir comme un inconvénient dans le sens où ça peut peut-être les gêner avec cette impression d'engonçage. De l'autre côté, ça peut être aussi un avantage parce que si on a envie de faire une sieste, eh ben, on peut se reposer tranquillement sur la carrosserie et non sur le montant de la portière comme ça le fait parfois sur d'autres véhicules. Bon, c'est un détail, mais bon, pourquoi pas. Sinon, la position, eh ben, elle est plutôt intéressante. Ah, là par contre, si, il y a un petit truc. Il y a un petit truc. Si je m'assois complètement dans le siège, bien au fond, avec la tête qui repose sur l'appui-tête, ben, au final, j'ai ma tête qui touche le plafond. Donc, un petit bol, vous voyez, hein, on le fait en même temps que je découvre la voiture avec vous. Et effectivement, si on est assis en arrière, ça voudrait dire que je dois baisser un petit peu, mais alors à ce moment-là, j'ai mes jambes qui rentrent dans le siège avant. Bah là, pour le coup, du coup, c'est un petit désavantage quand même. Les grands gabarits à l'arrière n'auront pas toute la place, ou en tout cas le confort qu'ils auraient pu espérer. Mais encore une fois, si on reste sur le gabarit de la voiture, c'est plutôt pas mal. Je vous invite à faire le tour. On regarde un petit peu ce qu'on a à l'arrière du véhicule. Au final, on n'a pas d'accoudoir central, mais encore une fois, dans la catégorie, ce n'est pas toujours le cas. On a des appuis-têtes, un petit appui-tête central tout de même. On dispose d'aumônières comme sur la MG4, bien qu'on n'ait pas les 2 petites pochettes ici au-dessus. Et quant au tunnel central, eh ben, on a un seul USB disponible, les 2 aérateurs et un petit rangement ici, mais alors il est vraiment tout petit. On n'y mettra pas grand chose. C'est un peu dommage d'avoir un seul USB, je trouve, à l'arrière. Un deuxième USB, dans tous les cas, moi, ça ne m'aurait pas dérangé, bien au contraire. Bref, on passe à l'avant et regardez un petit peu ce que ça donne. Alors, concernant l'espace avant, on va déjà, comme d'habitude, parler un petit peu de cette portière. Donc, cette portière, franchement, elle a la qualité de finition. On va le voir à l'intérieur, mais en tout cas, la qualité de finition extérieure, elle est quand même vraiment pas mal. Ça, c'est, je trouve, une bonne surprise parce que AMG, c'est une marque quand même qui est assez jeune hein, dans l'ère chinoise et franchement la qualité de fabrication je la trouve pas mal. Je dirais même que cette MG3 elle est mieux finie en tout cas sur l'aspect extérieur pour le moment que ma MG4. On va voir à l'intérieur plus précisément. En tout cas là maintenant on va s'attarder un petit peu sur cette portière. Alors on retrouve du plastique dur hein, mais ça c'est normal. Par contre on a quand même ici du moussé, ici aussi. Là, on a un plastique dur, mais qui est plutôt agréable et qui inspire la qualité. Et puis, on a la poignée de porte style alu, qui donne plutôt un bel effet. On a un grand vide-poche en dessous. Et puis, dans cette version-ci, hein, à partir de la confort, on a 6 haut-parleurs dans la voiture. Et honnêtement, je ne vous le ferai pas écouter parce que, à cause du strike possible sur YouTube, mais la qualité du son, eh ben, elle est plutôt pas mal dans le véhicule et elle m'a surprise. Concernant l'intérieur, l'intérieur, alors on est plutôt sombre, hein, il n'y a pas de version avec l'intérieur clair, mais encore une fois, c'est pas si gênant que ça parce que vraiment la qualité de finition est plutôt pas mal et j'aime beaucoup ces sièges qui au final ressemblent beaucoup à ceux de la MG4, mais avec un petit côté supérieur. Je les pense qui sont de meilleure facture même que
que ceux de la MG4, où ici on a un tissu, un cuir, un petit peu un cuir, on s'entend, un peu plus alvéolé. Et franchement, les sièges sont superbes avec leur surpiqûre et le petit motif à l'intérieur, je les trouve vraiment très jolis. Bon, on va rentrer à l'intérieur et voir un petit peu ce que ça donne quand on s'installe au poste de conduite. Encore une fois, rentrer dans le véhicule ne pose aucun souci. Alors, concernant l'intérieur de ce véhicule, alors d'une part, honnêtement, je trouve qu'il est assez spacieux pour la catégorie. Franchement, on a une place qui est assez agréable, on est très bien installé, on a une console centrale qui est assez grande et qui nous offre pas mal d'espace. Et puis encore une fois, on a un ensemble avec des finitions et des jeux de matériaux qui sont plutôt intéressants, hein. Regardez ici, tout ça c'est du molletonné, hein. Jusque là, même de l'autre côté ici. Bon, sur le dessus, on a du plastique un peu dur, mais ça c'est tout à fait normal. On a quand même des jeux avec des petites lignes aluminium et des surpiqûres sur le dessous. Franchement, le jeu de matière, de mélange, etc., eh ben, c'est plutôt très agréable et très surprenant. On en parlera un petit peu après du prix, mais en plus, elle se place vraiment très bien dans la catégorie. Alors, avec en plus une technologie moteur intéressante, un intérieur plutôt bien fini, un équipement assez important. Je peux déjà en fait vous le dire le prix, hein. Celle-ci, on est à autour de 24 000 € pour cette version-ci. C'est quand même hyper intéressant quand on voit tout l'apport qu'il y a à l'intérieur. Mais bon, on en reparlera un petit peu plus tard. On va s'attarder un peu plus sur la configuration du tableau de bord et sur les rangements. Donc, les deux écrans, j'en parlerai un petit peu plus tard. Si on s'attarde sur cette console centrale, on a une série de boutons. Alors, très simple, on a volume de l'infodivertissement, on a une touche pour revenir dans les menus principaux de l'écran, et puis on a la climatisation avec le dégivrage avant-arrière et une touche supplémentaire d'ailleurs qui va faire un dégivrage plus complet rapidement de l'ensemble puisqu'il active la ventilation à fond ainsi que la température souhaitée. En dessous, on a deux aérateurs avec le petit warning au milieu. Si on descend encore, alors là, on se retrouve un peu dans la configuration de la MG4. On a un USB un USB-A sur la gauche. On a l'allume-cigare au milieu et puis un petit USB-C sur la droite. En dessous, on a un petit espace où on aurait bien aimé ou pas un chargeur à induction. Il s'avère que même dans la version Luxury, visiblement, en tout cas, il n'y a pas de chargeur à induction proposé dans la MG3. J'ai envie de dire ça pourrait être un inconvénient et en même temps, c'est pas si gênant que ça parce que il y a quelque chose que je trouve dommage dans cette MG3 et chez MG généralement, et là dans cette nouvelle MG3 où ils auraient peut-être pu faire l'effort, c'est qu'en fait le CarPlay et Android Auto sont comme dans la MG4, se connectent que sur le port USB-A et donc de toute manière on est obligé d'avoir un fil connecté au téléphone pour avoir l'accès à CarPlay ou Android Auto. Donc au final, même si on a un chargeur à induction, moi je le vois en utilisation dans ma MG4, finalement le chargeur à induction, je l'utilise quasiment même jamais puisque de toute façon mon téléphone est toujours câblé pour avoir le CarPlay sur le véhicule. Donc le fait qu'il soit absent ici n'est peut-être pas gênant puisque finalement ils ont fait un choix au niveau du CarPlay qui le nécessite moins. Perso, j'aurais préféré quand même avoir un CarPlay sans fil. Ça, c'est une petite chose dommage. Si on continue de descendre, pour continuer sur le véhicule, on a des portes gobelets ici, mais qui peuvent très bien, de manière amovible, pouvoir laisser un espace plus grand. D'ailleurs, on remarque même sur cette petite pièce qu'on a 3 petits crans, ce qui fait qu'on peut le mettre au milieu, mais on peut très bien, si on a une boisson un peu plus grande ou un peu plus petite, pouvoir le mettre de manière un petit peu différente. Alors c'est un petit détail, mais moi je trouve ça sympa quand même qu'on puisse faire ce petit réglage. Autrement en dessous, très simplement, on a la console, la boîte de vitesse. Boîte de vitesse qui est exactement la même que sur la MG4. On a le parking, le R, le N et le D sélectionnables avec la molette.
Alors concernant la boîte de vitesse, donc on est sur le bouton, on est en boîte automatique, donc moteur électrique, finalement on n'a pas de vitesse, mais comme on a le moteur thermique qui se met en route à partir de réellement pour l'hybride parallèle 80 km/h et au-delà, eh ben, on a 3 vitesses qui sont donc automatiques et mécaniques sur la voiture, mais qui se déclenchent qu'à partir du moment où la voiture entre en mode thermique. Mais sinon, le reste du temps, on est sur la boîte automatique liée au moteur électrique. Bref, il y a une gestion qui est assez particulière de cette boîte de vitesse, mais qui est plutôt intelligente parce que, effectivement, comme on arrive à utiliser le moteur thermique à partir de réellement 80 km/h, à partir de l'hybride parallèle, et ben, au final, les vitesses qui sont mécaniques ne sont que sur des plages qui sont supérieures et qui vous correspondent plutôt à la 4e, 5e ou 6e vitesse d'une voiture classique. Et encore une fois, il y a une fluidité qui est assez intéressante, on le verra quand on conduira un peu, mais on ne la sent absolument pas. Au contraire de chez Toyota, où personnellement je ne suis pas trop fan de leur boîte automatique, qu'on sent quand même assez souvent, notamment quand on est dans des montées avec la boîte de vitesse variateur. Ici, on n'a pas ça, on a une autre technologie qui est franchement plutôt agréable. Bon, on repasse au bouton, on verra ça de toute façon un petit peu plus tard tout à l'heure. On a ici le bouton de parking, on a ici le auto hold classique, et puis là on a les modes de conduite qui sont tout simplement éco, normal et sport. Si on continue sur la couloir centrale, ici on a un petit rangement que je trouve plutôt intelligent parce que regardez, on peut le coulisser pour accéder à un rangement plus profond en dessous, et on peut encore une fois le remettre. De la même manière, on a la coudoir avec hop là, un petit bouton. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que, regardez, c'est un bouton poussoir. En général, on cherche toujours une petite poignée à tirer pour soulever. Ici, non, c'est un petit bouton poussoir qu'on doit pousser pour ouvrir la boîte à gants. On se retrouve notamment, résultat, avec un petit rangement ici, mais de la même manière, on peut se décaler et du coup ranger ce qu'on a rangé là, le cacher sous la coudoir. Je vois aussi, hop, cette chose-là, donc je ne crois pas qu'on puisse l'enlever. Ah bah si, on peut même l'enlever si on le souhaite, puisque je voyais qu'il y avait des encoches ici sur les côtés. De la même manière que là, on a ce petit séparateur qui peut se déplacer au gré de nos envies et de nos besoins. Et ici, tout simplement, hop, je peux reclipser la petite tablette et pouvoir remettre ainsi. Franchement, je trouve que la gestion de l'espace intérieur, en tout cas de cette console centrale, est plutôt sympathique. On a pas mal de modularité et pas mal de possibilités au niveau des rangements. Ça, j'aime beaucoup. Si on se penche aussi du côté passager, on a une classique boîte à gants qui, pour le coup, par contre, celle-ci est petite. En tout cas, non, elle est assez profonde, mais elle a une toute petite ouverture. Ça, c'est un petit peu dommage. On aurait bien aimé une boîte à gants qui s'ouvre un peu plus grande parce qu'on ne va pas pouvoir y ranger des masses de choses. Mais sinon, autrement, la qualité intérieure, elle est vraiment superbe. J'aime aussi beaucoup ce rétroviseur intérieur où il a des bords très très fins et du coup, ils se font agréablement dans l'esthétique intérieure du véhicule. Sinon, pour le reste, la finition, elle me semble vraiment très bonne. On a du plastique dur, hein, mais ça, c'est encore une fois, pour moi, c'est pas gênant dans ce genre de véhicule et de la catégorie auquel il appartient. Je vous propose de rentrer à l'intérieur, on va regarder un petit peu plus ce qu'on a au poste de conduite et puis forcément les écrans d'infodivertissement. Alors concernant le poste de conduite, on se retrouve au final avec le même volant que sur la MG4, avec exactement les mêmes boutons d'ailleurs. Alors, ma première impression, c'était que le volant paraissait quand même un petit peu grand. En plus, moi, avec l'habitude de la MG4, je me disais, ce volant, il est quand même très grand pour cette voiture qui est un petit peu moins grande en intérieur que la MG4. Mais finalement, à l'usage en conduisant, cette impression part très vite parce que ce volant, il est quand même, très agréable, surtout sur cette version Luxury où il est un peu mieux travaillé. Mais en plus, du coup, l'accès aux écrans est vraiment facile. Du coup, si je parle 2 secondes de la voiture, du volant, pardon, au final, on se retrouve comme sur la MG4, on a exactement la même chose.
le petit sélecteur ici pour les aides à la conduite, avec ici l'aide à la conduite. On a un petit bouton de favori sur lequel on peut régler des petits paramètres. Personnellement, moi j'aime bien régler la régénération parce que sur cette voiture, ça c'est assez chouette, MG a réussi à mettre la régénération sur le moteur électrique, mais en plus a mis 3 niveaux de régénération. Et je trouve que c'est super pratique et super agréable de pouvoir jongler entre les 3 niveaux au besoin, comme si on avait vraiment une électrique. De l'autre côté, mais on y reviendra aussi, de l'autre côté, on a le téléphone, un petit menu à l'intérieur de l'écran central dont on va parler dans 2 minutes. Et puis ici, encore une petite touche de favori qu'on peut paramétrer dans l'info divertissement. Et puis bien sûr, ici, le son, etc. Si on se penche sur le côté ici, c'est assez marrant de retrouver les boutons de centraliser qui ne se trouvent pas sur la portière, mais qui se trouvent ici, sur le côté, en plus par des boutons qui sont assez gros. Moi personnellement, je trouve que c'est plutôt sympa et que ça rend vraiment bien. Sur le dessous, on a ce qui correspond à la lumière et puis au réglage des rétroviseurs. On a bien sûr de Komodo qui va être plus pour tout ce qui est éclairage et puis de l'autre côté, tout ce qui va concerner les essuie-glaces. À savoir que si j'ai bien vu sur la version Luxury ici, on a l'essuie-glace automatique, ce qu'on n'a pas sur la MG4 et ce qui me manque beaucoup. Et donc si on a réellement ça sur cette MG3 version Luxury, ça sera un gros plus parce que c'est quelque chose qui est vraiment, pour moi, un des éléments indispensables qui manque vraiment sur la MG4. Alors concernant l'écran central, sur l'écran central, les informations, on a tout ce qu'il nous faut. Ça ressemble d'ailleurs un petit peu à l'écran de la MG4, mais je trouve d'ailleurs qu'il est bien mieux intégré dans son entièreté sur le tableau de bord. Et puis donc au niveau des informations dessus, on a l'heure, les panneaux, le kilométrage. On a l'autonomie de la voiture. Donc ici par exemple, on a 322 km avant de faire le plein et on voit qu'on est à peu près à la moitié du plein. Est-ce que ça voulait dire qu'on est plus de 600 km d'autonomie une fois le plein complet? Ça serait vraiment intéressant. Sur le côté, on a ce qui correspond à ce qui se passe autour de la voiture avec les aides à la conduite. En dessous, on a le niveau d'huile, les ceintures de sécurité, le mode normal ou quoi. Et ici sur le côté, on a le ratio kilowatt de la voiture et puis la régénération de la voiture sur 3 niveaux, comme je vous disais. Ça, je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir ça sur une hybride. Ça peut correspondre au fait que ce soit une hybride plus, parce que c'est vraiment un petit plus pour moi qui est assez intéressant. Et enfin, ici, on a EV, où il sera noté EV si on utilise l'électrique, et puis on sera en HEV si le moteur thermique est en marche. Là, au-dessus, alors on a plusieurs possibilités d'affichage à cet endroit-là. Personnellement, j'aime bien ce flux d'énergie, où on peut voir ici la batterie, son chargement, et puis l'action du moteur juste au-dessus. On le verra en roulant tout à l'heure, mais ça c'est une information qui est plutôt intéressante. D'ailleurs, du coup, sur le volant, si je clique, j'accède au menu. Si je monte ou descends ici, avec les molettes, j'ai le total cumulé. Ici, j'ai depuis le démarrage. Alors par exemple, pour vous donner une idée, j'ai fait 21 km pour arriver ici. Et puis, on a utilisé 5,6 litres au 100. À savoir qu'il nous annonce une consommation de 4,4 en moyenne sur la voiture. Mais pour vous donner une idée, je reviens sur le flux d'énergie. Quand j'ai pris la voiture, elle n'avait plus du tout de batterie allumée. J'ai allumé le moteur pour pouvoir faire un premier petit tour un petit peu de l'interface. Et c'est là que je me suis rendu compte que le moteur avait directement, le moteur thermique s'était allumé au démarrage et avait rempli, le temps que je regarde un petit peu l'infonctionnement, de 2 bars la batterie. Et puis c'est coupé automatiquement ensuite. Donc ça s'est rapidement mis en marche. Ça c'est une petite chose qui est intéressante. Ça veut dire que même quand on n'a plus de batterie, au final, il suffit d'allumer le moteur et automatiquement le moteur se mettra en marche pour re-remplir la batterie. Ce qui fait qu'au final, le mode dégradé, on ne devrait pas l'avoir très souvent. Alors si on continue dans ces petits menus, on a aussi, hop là, on a un dernier mode ici où on peut voir les performances sur la puissance qu'on utilise du moteur. Sinon, en allant sur le côté,
On a un seuil de survitesse et puis bon, un entretien. Alors le seuil de survitesse, on peut régler 1 km/h dessus. Et alors à ce moment-là, tout simplement, il nous mettra juste une alerte. Si on règle 40 km/h, et ben, il nous fera un petit avertissement si on dépasse les 40 km/h. Voilà, ça sert simplement à ça. Et puis on a un dernier petit cran qui nous donne tout simplement la tension de la batterie et puis la pression des pneus. En tout cas sur cette version Luxury. Mais moi, je préfère rester sur cette version-là, comme on le verra en roulant. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'infodivertissement de la voiture avec l'écran central qui, pareil, j'ai exactement le même sentiment. Il est bien mieux intégré dans la voiture que ne l'est celui de la MG4. Et vous allez voir, rien à voir par rapport à celui de la MG4. Regardez, il est beaucoup plus fluide dans les mouvements. Et ça, c'est vraiment agréable. Il y a une autre chose aussi que j'aime bien dans cette interface, c'est que le menu est un tout petit peu différent. Et franchement, moi, j'aimerais bien l'avoir dans ma MG4 parce que je trouve qu'il est vraiment très très simple d'utilisation et beaucoup plus que dans la MG4 d'ailleurs. Regardez, tout simplement ici, j'ai constamment cette petite barre sur le côté qui va pouvoir me permettre d'être soit sur le menu général ici, soit directement pouvoir arriver directement sur le GPS ou alors sur l'espace musique ou sur le téléphone ou sur les paramètres liés à la voiture avec la petite flèche pour revenir directement sur le principal ou alors appuyer ici ou même appuyer sur le bouton ici. Donc ça, je trouve que c'est hyper pratique. On a vraiment ce petit barre de menu sur le côté qui est hyper accessible, qui est hyper facile à aller se promener dedans et où on a les éléments principaux et nécessaires. Si on revient dessus, on a ces petits widgets pareils qui au final pour moi, j'ai pas l'impression qu'ils soient paramétrables. Je me trompe peut-être, mais je ne crois pas. Toujours est-il qu'on a l'essentiel. On a la navigation, encore une fois l'espace musique ici, la climatisation, et puis ici le CarPlay ou Android Auto. Ce qui veut dire qu'on a sur ces quatre petits modules ici, on a quasi les fonctions qui sont les plus intéressantes pour nous à avoir au quotidien à l'utilisation de la voiture. Si on rentre du coup dedans un petit peu plus profondément, on a sur le côté, pareil, une autre fenêtre avec les différents widgets. Donc si on rentre dans la climatisation ici, donc on a les réglages. Alors vous voyez, je peux revenir en avant, je peux revenir ici. Ce petit widget nous amène exactement sur la même fenêtre. Donc ici, on a la climatisation. Si on s'arrête à ce menu climatisation, ici on peut voir qu'on a les sièges chauffants de chaque côté, encore une fois sur la version Luxury. Réglage sur un niveau seulement. Et puis on a exactement pareil pour le volant chauffant ici. On peut régler très simplement la température ici en se promenant ou en appuyant sur les boutons de chaque côté. On a aussi la ventilation. Vous voyez comme la fluidité est vraiment superbe. Et on a au-dessus les trucs classiques de la climatisation. Franchement, je trouve ça vraiment très agréable. Hop, je l'ai activé, je la désactive. Bref, ça, la climatisation, c'est simple, efficace. Et alors cet écran, la fluidité, j'adore. Si on se repenche un petit peu plus dans le menu, donc climatisation, on a la radio comme d'hab, le DAB, le FM, le AM, on peut régler. Là, il n'y a rien de spécial. On a la musique aussi, ça c'est le petit bouton qu'on a aussi sur le côté pour la musique qui vient du Bluetooth ou si on rajoute un USB. Je vois qu'aussi on a une vidéo USB, et ça on n'avait pas sur la MG4. Donc on peut visionner depuis une clé USB ou peut-être un autre lecteur média ces vidéos. On a le véhicule. Alors ici le véhicule qu'on retrouve aussi ici en bas. On va s'y attarder tout de suite un petit peu. Donc au niveau de la conduite, on a la régénération d'énergie qui peut se régler sur plusieurs niveaux. On a toutes les aides à la conduite ici qui sont activables ou désactivables. Et vous voyez qu'on a beaucoup de choses. On a les alertes qui sont désactivables. On a l'assistant de collision avant, l'assistant de sortie de voie. Alors on reste, on est toujours sur chez MG. Honnêtement, les aides à la conduite, elles ne sont pas top. L'assistant de sortie de voie, souvent, vaut toujours mieux le désactiver quand même. De même que le commercial me disait qu'il souvent il désactivait les alertes de vitesse ici, car c'est souvent intrusif. Elle bip beaucoup dès qu'on dépasse les vitesses. Et puis aussi, en fait, elle va se limiter. Elle a un mode où elle va limiter. Si elle lit le panneau 30, elle empêchera la voiture d'aller à plus de 30.
ce qui peut être pratique, mais bon, on sait très bien que les lecteurs de panneaux ne sont pas toujours très très fiables en plus. Donc honnêtement, moi je préfère aussi le désactiver s'il y a besoin. Sinon pour le reste, eh ben, on se retrouve avec vraiment beaucoup de choix et de possibilités. Et donc ça c'est plutôt agréable. On revient aussi sur la commodité. Alors la commodité, c'est ici qu'on va pouvoir régler les favoris sur le volant. Donc ici, il est réglé par exemple sur la gauche sur la frein régénératif, si on est sur les 3 positions possibles. Sur l'autre ici, on a le mode AC, mais on pourrait très bien choisir une autre des options. On a aussi le rabattement des rétroviseurs, le déverrouillage de la porte au moyen de la clé. C'est assez intéressant, déverrouiller la porte au moyen de la clé, toutes les portes ou simplement la porte conducteur. Ça, c'est une option qui peut vraiment être intéressante. Pareil, je ne crois pas qu'elle est sur la MG4, mais franchement, ça peut être chouette. L'éclairage, sur l'éclairage, voilà, on peut encore une fois régler plusieurs petits trucs. Et puis, on a la sécurité où en fait, c'est ici tout simplement par un bouton dans l'interface qu'on peut désactiver ou activer l'airbag du côté passager. Hop. Si on revient encore, on a la caméra 360. Alors la caméra 360, franchement, là c'est une très bonne surprise. Elle est vraiment très belle. On a comme ça un petit écran avec la voiture sur le côté. On peut, en cliquant sur les boutons, avoir les différentes caméras qui s'affichent sur la partie d'écran principale. On a même un mode par au-dessus où on va voir la caméra sous... Hop là, si on va voir la caméra sous chacun des rétroviseurs ici, qui peut être pratique pour avoir encore une visibilité. Et puis alors, sur l'écran, on a même à chaque fois 2 angles possibles, hop, 2 zooms possibles sur chacune des caméras, hop là, sur l'avant et l'arrière principalement, parce que sur le côté, si je clique dessus, en fait, je reviens sur le central, et si je reclique, je viens de l'autre côté, ce qui est au final aussi assez pratique. On a aussi un mode ici 3D, hop, où on retrouve la voiture en 3D, et ce qui est sympa parce qu'on peut même du coup visualiser les lignes de la roue. Si je tourne le volant, regardez, les lignes tournent en même temps, ce qui peut permettre très facilement de voir à peu près où on va et de constater d'ailleurs, regardez, on voit même sur l'arrière la ligne qui apparaît pour quand je tourne le volant, hop, pour signaler un petit peu la trajectoire que va prendre la voiture selon la position de mon volant. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper pratique. Et encore une fois, pour ce niveau de finition sur un véhicule, je trouve que c'est vraiment une option qui est vraiment intéressante. Et en plus, l'image, elle est vraiment belle. Honnêtement, elle est vraiment très jolie. Sinon, on a un petit mode d'option très simple. Hein. On peut enlever les trajectoires ou les radars. Et puis, on peut activer ou non le 360 lors de la direction. Ça, c'est une option personnellement que j'utilise sur la MG4 qui permet en fait, dès qu'on met le clignotant et qu'on est à basse vitesse, d'avoir les caméras qui se déclenchent automatiquement. Ça peut être pratique pour avoir une autre vision aussi de chaque côté et surtout aussi pour l'angle mort si jamais un vélo ou une trottinette arrivait dans celui-ci. Et franchement ici, je suis bluffé par la qualité de la caméra. On verra en usage, mais vraiment très belle. On va revenir au menu principal. On va continuer avec... Bon, on a des réglages plus généraux, hein, là, la luminosité, la langue, etc. Bluetooth, volume, système. Bon, là, rien de spécial. Et puis, le téléphone, manuel d'utilisation, liaison avec le véhicule, parce que forcément, on a l'application dédiée avec tout ce qui va bien pour le contrôle du véhicule par l'application. Et puis, on a la navigation, où on a un GPS. Et pareil, regardez comme c'est tout à fait fluide pour se promener dedans. Franchement, je suis jaloux sur ma MG4. J'aimerais bien avoir ce style d'écran, mais j'aimerais beaucoup avoir cette interface que je trouve vraiment hyper fluide, hyper pratique, avec vraiment tous les éléments très facilement accessibles. Alors franchement, l'intérieur de cette MG3 Hybrid Plus me plaît vraiment beaucoup. Je ne vous ai pas parlé qu'il y avait aussi un petit bouton Start and Stop ici, donc sur la voiture. On allume ou on éteint la voiture ici. Bon, je vous en ai pas parlé, mais ça, c'est classique. À savoir que ce petit bouton Start and Stop, par contre, il est sur la version confort et luxury. Par contre, sur la version standard, ça restera une clé qu'il faudra tourner. Là, on est sur la vieille école. Bon, je crois qu'ils ont fait sur la standard plusieurs compromis pour maintenir un prix sous les 20 000 €. Ici, encore une fois,
24 000 euros, on rajoute quelques milliers d'euros et on a quand même une voiture qui est vraiment très très bien équipée et qui au final correspond presque au prix de base d'une Yaris hybride par exemple. Je vous propose qu'on aille faire un petit tour, je vous emmène, on retourne vers la concession et puis bah, on fera une petite conclusion sur cette voiture. Voilà, on vient de démarrer. Vous voyez ici justement le flux d'énergie. Donc là pour l'instant, bah, on est à 20 km/h, donc on est fatalement en bleu. Vous voyez que c'est que l'électricité qui fonctionne. On peut noter que bah, fatalement on est en électrique, donc le silence il est de rigueur. Franchement c'est hyper agréable. Hop. Là on va en profiter, là c'est limité à 70. Je vais accélérer un peu. Déjà on a une très bonne accélération. À noter qu'on est passé là à 60 km/h assez rapidement. Et encore une fois, on a un moteur de 136 chevaux, donc c'est plutôt agréable. Je suis sur une petite ligne tout seul, j'accélère un peu, regardez. Vous voyez qu'on a du jaune qui commence à apparaître ici. Et ce jaune, en fait, signifie tout simplement que c'est la partie thermique qui se met en route. Et vous voyez comme c'est fluide. Et finalement, bah, on ne s'en rend pas compte. Je rappelle que jusqu'à 80 km/h, enfin de 60 à 80 km/h, le moteur thermique fait une hybridation de série. Donc c'est-à-dire qu'il vient juste alimenter la batterie, mais il n'actionne pas les roues. Vous allez le voir quand on va arriver sur une partie d'autoroute un peu plus loin, où là par contre, on va essayer de dépasser les 80, voire les 110. Et vous allez voir à un moment donné, le moteur lui se met en route pour l'actionner les roues avant. Enfin les roues avant effectivement puisque c'est une traction et là franchement on le sent et d'ailleurs ça donne une petite patate et c'est à ce moment là qu'on sait qu'on a 195 chevaux ou en tout cas qu'on s'en approche. Autrement la voiture, j'ai remis toutes les aides à la conduite pour qu'on ait aussi la possibilité de tester. J'aime beaucoup aussi l'écran, hein. Je vous ai parlé de sa fluidité etc, mais l'avoir aussi en même temps aussi bien intégré au tableau de bord, je trouve ça vraiment super pratique parce qu'au final, il ne dépasse pas du dessus, il ne couvre absolument pas la champ de vision du pare-brise, ce qui nous donne aussi une visibilité qui est vraiment très intéressante dans cette voiture. On arrive sur l'autoroute, je vous reparle un petit peu de la visibilité un peu plus tard. Hop. Donc là, j'en profite, on rentre sur l'autoroute, je vais accélérer. Alors je ne sais pas si vous avez entendu au son, hein, puisque je suis avec mon micro, mais là pour le coup, on a réellement le moteur thermique qui s'est mis en marche d'un coup, qui a mis aussi un petit peps en plus, donc on sait bien qu'on a dépassé les 136 chevaux allègrement, et franchement, ça se fait quand même d'une manière fluide, hein, pour avoir déjà eu testé les Mazda ou les Toyota. Mon père a une Toyota Prius 4 avec la boîte à variation, où franchement je ne suis pas très fan à l'utilisation parce que ça donne beaucoup d'à-coups. Ou la Mazda, hein, la REV, on sentait aussi très fort quand le moteur rotatif se mettait en marche. Ici, c'est pareil, on le sent quand il se met en marche, mais il se met dans certaines conditions et des conditions auxquelles on... Tiens, là par exemple, encore de nouveau, il bipait parce qu'il y avait la personne sur le côté. J'accélère un peu, vous voyez, je suis à 100, le moteur vient de se déclencher. Là, on est sur le moteur, mais à la limite, comme on est sur autoroute, on le sent quand même, peu. Là, voilà, on a dépassé les 100. Encore une fois, je l'ai entendu, là, on l'entend maintenant qu'il accélère, mais c'est pas gênant, c'est pas contraignant. Là, je suis à 117 pour 110, je rétrograde bien sûr. Donc là, on sort de l'autoroute et automatiquement, on est revenu à un électrique tout basique. Le fonctionnement se fait vraiment de manière très fluide, très simple. Et d'ailleurs, on peut noter, hop, je prends mon virage et je m'arrête au stop. Mais on peut noter, regardez, la batterie. Sur le peu de kilomètres qu'on a fait sur autoroute là, où j'ai un peu poussé, on a récupéré pas mal de batterie. Donc
la petite batterie d'1,8 kWh, 1,83 même pour être précis, et ben en fait on récupère quand même pas mal d'énergie assez rapidement. Je vous parlais de la visibilité de la voiture et honnêtement je la trouve vraiment très très bonne. Donc au-delà de ce pare-brise du coup qui est absolument pas gêné par aucun débordement de l'écran d'infodivertissement, donc on a une très belle pare-brise. Le rétro intérieur il est quand même assez large et le fait qu'il soit sans bordure donne aussi une bonne visibilité à l'arrière. Et puis les rétroviseurs de chaque côté, passagers et conducteurs, mais ils sont quand même très grands, ce qui permet vraiment d'avoir une belle visibilité sur tous les coins. Et puis en plus, à cela, je vous rappelle qu'on peut rajouter, hop, la vitesse est trop élevée. Ah, on ne peut pas activer, tiens c'est marrant. Il y a certaines voitures où on peut activer la caméra 360 en roulant. Et ben c'est pas le cas de celle-ci. Bon, c'est pas trop grave. En tout cas, quand on est à faible vitesse et qu'on met son clignotant, comme sur la MG4, on a les caméras qui s'activent, ou bien sûr quand on met la marche arrière. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé, petit détail, pouvoir accéder des fois aux caméras sans avoir besoin d'être en marche arrière ou à faible vitesse. Bon, c'est pas grave, c'est un détail. Toujours est-il que cette boîte de vitesse, eh ben, on la sent pas du tout. Elle ne met pas d'à-coups. Ça, c'est hyper agréable. Même quand on a dépassé les 110 tout à l'heure, elle ne met pas d'à-coups. C'est très simple. La régénération, je suis en niveau 2. Franchement, c'est super pratique. Elle fonctionne bien. Elle permet vraiment de récupérer de l'énergie. Hein. C'est pas qu'un petit gadget. Elle fait vraiment son job. Donc honnêtement, cette voiture, elle est vraiment agréable à conduire. Et moi, je trouve que elle est très... Alors, on en a parlé, hein, mais elle est très bien finie dans son intérieur. Elle est très agréable à conduire. Alors, j'ai pas eu l'occasion de vous montrer sur la petite portion d'autoroute que j'ai fait. Tout à l'heure, hors caméra, j'ai testé un peu le régulateur de vitesse et le maintien dans la voie. Et honnêtement, j'ai quand même été très surpris parce que parce qu'il fonctionne plutôt. Ah, alors, non, il fonctionne pas bien, mais comparé à la MG4, il fonctionne bien. C'est-à-dire que comparé à d'autres véhicules, alors je ne sais pas dans la catégorie parce que je n'ai pas eu l'occasion de tester beaucoup d'hybrides de cette catégorie, mais si je reprends les aides à la conduite sur d'autres véhicules en comparaison avec la MG4 est quand même, encore une fois, loin derrière les autres. Mais sur cette MG3, j'ai senti que le maintien dans la voie était quand même un peu plus performant que sur la MG4. Et donc, je dirais qu'on peut se permettre de le laisser activer sans avoir des à-coups de volant, mais il est beaucoup plus doux dans sa façon de faire. Donc ça, c'est peut-être un point que je mettrais du coup dans le positif, même si encore une fois, pour moi, ça pourrait aller beaucoup plus loin et être beaucoup plus pratique. Alors là, je suis arrêté. Regardez, je mets mon clignotant pour tourner et la caméra 360 s'active automatiquement et du coup me permet d'avoir une bonne visibilité sur tous mes angles. Et puis je commence à démarrer et puis on revient au menu principal. Je ne vous ai pas parlé d'ailleurs de ce menu principal, mais si, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais le fait d'avoir ces 4 widgets directement, très facilement accessibles. Là, par exemple, pour la climatisation, j'aime beaucoup avoir ces boutons ici qui peuvent directement aller sur l'air conditionné en un bouton. Je peux cliquer et l'activer ou l'actionner. Je trouve ça vraiment hyper pratique. Et l'accès à tout, hein, même le CarPlay. Le CarPlay est vraiment très chouette en plus sur ce bel écran. Parce que franchement, cet écran, il est vraiment aussi... Non seulement il est plus fluide, il a une meilleure navigation que celui de la MG4, mais il est aussi plus beau. Et encore là, on a même le film protecteur qui est encore dessus. Mais il est même plus beau. Franchement, je suis vraiment agréablement surpris. Quant à la conduite de la voiture, vraiment, elle est très agréable. Je suis dans une voiture où je me sens bien. Je suis confortable. J'avais peur que les sièges soient un peu durs, mais au final, non. On retrouve bien le confort de la MG4. De toute façon, on a les mêmes sièges, même un peu plus jolis. Et quant aux manœuvres, etc., tout est fluide, tout fonctionne très bien. Franchement, je suis vraiment bluffé. J'aime beaucoup cette voiture. Alors, je vous montre 2 secondes. Je fais une marche arrière pour me garer entre 2 MG3 d'ailleurs. Hein, je vais faire ma petite conclusion là. Et regardez, on voit très bien les lignes qui se mettent. Hop, je peux appuyer pour changer d'écran. Et là, je vois très bien où je me mets. Oh, il me dit que je suis peut-être un peu près. Je me recale. Hop. Et on voit vraiment bien les lignes arrière de la voiture. Hop.
Et donc ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment hyper pratique. Hop. Et voilà. Bon, on sort de la voiture, je vous fais une petite conclusion avec ces deux comparses l'une à côté de l'autre. Alors on est de retour à la concession MG Motor Auto Bernard à Charleville-Mézières, la concession MG de la ville. Et puis on va ramener la petite MG3, alors ici en version Luxury bleu. On voit à côté, on a une Luxury bleu foncé et de l'autre côté, on a une Luxury gris clair. Franchement, les trois couleurs lui vont bien. J'ai vu aussi qu'il y avait une version jaune qui avait l'air très sympathique. Mais bref, si on en revient à cette voiture et à ce petit essai aujourd'hui comme ça rapidement, et franchement, cette voiture, elle me bluffe un peu parce qu'elle a beaucoup d'atouts. Je pense qu'elle est parfaite pour les personnes qui auront un petit peu de mal à passer à l'électrique et qui voudront quelque chose de transition parce qu'elle permet d'avoir, contrairement à d'autres hybrides, et en plus sans être plug-in, parce que je rappelle, elle n'est pas plug-in, mais en fait, elle a vraiment des avantages de l'électrique qui sont vraiment intéressants. Elle a quand même une bonne autonomie électrique avec ses 1,83 kWh de batterie. Son fonctionnement qui fonctionne vraiment très bien entre, c'est pour ça qu'elle s'appelle Hybrid Plus d'ailleurs, mais ce petit jeu qu'elle a de fonctionner entre son moteur électrique et son moteur thermique sous 4 modes différents selon la vitesse et selon les conditions. Et honnêtement, elle le fait très bien en variant entre tous ces modes. Le fait que quand on arrive sur l'autoroute, on ait le moteur qui se déclenche et que du coup ça soit un peu plus bruyant le temps de l'accélération, c'est tout à fait logique au final, puisque c'est une accélération, on augmente et on monte de vitesse. Donc résultat, cette voiture, moi je trouve plein d'avantages. Alors non seulement en plus, si on parle de son agrément de conduite, si on parle de son intérieur, plastique dur, mais si on va chez Peugeot, Opel ou Toyota, on aura aussi du plastique dur dans ce genre de voiture. Ici en plus, je vous rappelle que pour le prix de base, la MG3 Hybrid Plus en standard est à partir de un peu moins de 20 000 €. Et ici pour la full option, on est à 24 000 €, un peu 23 990 je crois. Bref, on a une voiture qui est vraiment très bien finie, avec une conception moteur qui est vraiment adéquate, qui nous offre des agréments qui sont vraiment intéressants. Et une finition intérieure qui est quand même très chouette, avec un chouette confort. On lui reprochera peut-être ses places arrière, oui, c'est pas très confortable pour les grandes personnes qui vont faire des longs trajets, mais encore une fois, par rapport au gabarit, moi ça m'inquiète pas trop. Cette voiture, je pense qu'elle va avoir vraiment un gros succès. Et je pense que faut vraiment s'y intéresser. Alors pour le coup, j'ai fait un petit essai review rapide de la voiture comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter si vous voulez que j'en fasse un essai peut-être un peu plus long sur quelques jours. Peut-être que je peux réussir à convaincre le concessionnaire de me la laisser quelques jours pour pouvoir vous en faire une vidéo peut-être sur un petit road trip ou quelque chose comme ça. En tout cas, moi, ça me plairait bien. Donc n'hésitez pas à le demander en commentaire et j'essaierai de pousser vers cette solution-là, même si pour le coup, je suis quand même vraiment beaucoup plus électrique que hybride, mais là celle-ci, elle a vraiment un petit intérêt qui, je pense, va permettre à beaucoup de gens de pouvoir se familiariser à la conduite électrique et voir qu'au final, c'est pas si affreux que ça.